Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre hebdomadaire de la semaine. L'hebdomadaire, c'est d'abord les accidents de la route, première cause de mortalité chez les 15-25 ans, en particulier lorsque le drame implique un deux roues. Pour lutter contre ce problème, les CRS et l'association Assurance Prévention ont mis en place à Fontenay-le-Comte la piste d'éducation routière à destination des jeunes. Une douzaine de moniteurs viennent donc apprendre aux adolescents les bons réflexes au guidon d'un deux roues et les gestes qui sauvent. Cyril Guillet. Retenez bien ça, si vous calez sur la piste, vous savez qu'au moment de redémarrer, s'il y a une vitesse enclenchée ou pas. Cette semaine, 250 élèves des collèges et lycées de Fontenay-le-Comte vont se succéder sur la piste d'éducation routière CRS Assurance Prévention. Et ce matin-là, c'était au tour des 3e du collège André Tiraco. Nous avons sélectionné ces élèves parmi ceux qui venaient pour le trajet domicile-collège en vélo ou en deux roues motorisées, avec toujours l'objectif de la sécurité routière sur les trajets collège-domicile. À la demande de la municipalité et du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, c'est la première fois que cette structure fait halte à Fontenay-le-Comte. Et nous, on est là pour rappeler les règles, insister sur la répétition des normes de sécurité, l'évolution du matériel. Je rappelle qu'aujourd'hui, le port des gants est obligatoire pour les conducteurs comme pour les passagers. Le port du casque, bien évidemment. Et ensuite, l'attitude. C'est ça le plus important. Le mot-clé, c'est l'attitude sur la route. Après une première prise en main et les consignes qui vont avec, les 17 élèves se sont lancés sur la piste avec pour certains quelques appréhensions. Un peu, parce que j'ai jamais fait de moto, ça va être une totale découverte. Mais pas d'inquiétude, pour les moins aguerris d'entre eux, les premiers tours de piste se font sur une moto à double commande. C'est une moto avec un guidon fixe à l'arrière pour le moniteur, donc il sera derrière eux, avec un rappel des commandes d'embrayage et de frein arrière. Donc il est là pour sécuriser les premiers tours de roue et donner des conseils en même temps sur ces premiers tours de roue. Donc même un usager qui n'a jamais fait de moto va pouvoir en fait essayer en sécurité. La séance se terminera avec une partie théorique. L'objectif, transmettre les bons réflexes à ces primo-accédants à la conduite avant qu'ils ne prennent de mauvaises habitudes. A noter qu'en Vendée, 22% des décès survenus sur nos routes impliquent des deux roues motorisées. Et puis toujours à propos d'éducation, cette semaine était marquée par la Journée internationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Chaque année, 700 000 élèves sont concernés en France. Une journée concernante donc, comme au collège Clémenceau d'Essart-en-Bocage, où les classes se retrouvaient pour des discussions et des échanges sur cette notion. L'objectif, définir le harcèlement et noter comment le surmonter. Dans la salle, le recteur de Nantes, William Marois, écoutait avec attention les débats pendant près d'une heure. Sur le harcèlement, je crois que le message essentiel, c'est qu'il faut parler. Il faut libérer la parole. Et souvent, le harcèlement, comme je le dis toujours aux élèves, c'est je ferme mes yeux, je veux rien voir. Je ferme mes oreilles, je veux rien entendre. Je ferme ma bouche, je veux rien dire pour rester tranquille. C'est ça qu'il faut combattre, c'est ça qu'il faut véritablement dépasser. Il faut libérer la parole. Si vous ou un proche subissez ce problème, sachez qu'il existe 2 numéros gratuits à votre disposition, le 3020 pour le harcèlement, le 3018 pour le cyberharcèlement. En santé, la semaine est marquée par le Ségur de l'investissement. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a présenté le soutien accordé par l'État pour la région. En Vendée, 4 projets sont retenus pour bénéficier d'aides. Le CHD de Vendée, l'hôpital de Challans ainsi que celui des Sables d'Olonne vont profiter de projets de modernisation et de restructuration. Pour le moment, le montant des aides apportées n'est pas encore connu. La présidente du conseil régional, Christelle Morancet, salue l'investissement apporté à la région, mais rappelle que cela doit amener à d'autres efforts, notamment pour lutter contre les déserts médicaux. Toujours à propos de santé, la vaccination se poursuit, en particulier pour la 3e dose des plus de 65 ans. Et pour mieux recevoir ce public, Montaigu-Vendée revoit sa copie en matière de stratégie vaccinale. Avec la baisse d'activité du centre de vaccination, la communauté de communes a décidé de le déplacer dans de plus petits locaux. Les autorités prévoient 2000 injections chaque semaine pour ce nouveau local. En cas de rebond épidémique ou de demande, le centre peut monter à 4500 injections par semaine. Il faut savoir que le territoire est relativement bien couvert en taux de vaccination. Il y a un peu plus de 91% de la population vaccinable, c'est-à-dire des plus de 12 ans, qui ont fait un schéma complet de vaccination. Donc les besoins ont naturellement diminué.
Et là, avec l'annonce du président de la République de recourir à un rappel pour les plus de 65 ans, la demande remonte à nouveau. Donc là, on s'est adapté, mais elle n'est pas au niveau de ce qu'on a connu durant l'été, au plus fort de la période de vaccination. La capacité du site est quand même significative. Elle permet facilement de passer à 4000 injections par semaine, donc de couvrir un besoin assez important. Et puis évidemment, le territoire s'adaptera aux besoins. Il y a des possibilités d'évolution sur le site actuel. Et si vraiment c'était insuffisant, eh bien on réexaminerait la situation à ce moment-là. Le passage du Père Noël se rapproche. Il est encore trop tôt pour lui préparer son cookie et servir un bon verre de lait, mais c'est le moment idéal pour votre sapin. À Essart en Bocage, cette année, un nouveau producteur de sapin de Noël vient de s'installer. Samuel Hermouet commence cette année sa première saison, un projet sur lequel il travaille depuis très longtemps. Grégoire de Châtillon est allé à sa rencontre. C'est parti pour cette toute première coupe de sapin de Noël. Après 7 ans de culture, c'est le bon moment pour enfin les prélever pour la vente. Ces sapins rejoindront très vite plusieurs jardineries du coin qui les ont commandés. Samuel Hermouet, agriculteur et gestionnaire forestier, s'est lancé dans la production de sapins de Noël. Son souhait, permettre aux consommateurs d'avoir chez eux des sapins Made in Vendée. C'est vrai que j'avais envie de pouvoir donner cette chance-là en fait, aux gens de pouvoir avoir un sapin naturel en Vendée, parce qu'en Vendée, au final, nous ne sommes que 2 producteurs. Il faut arriver justement à se faire connaître. C'est vrai que c'est la grosse difficulté de savoir et anticiper le nombre de sapins qu'on va pouvoir vendre. Je travaille déjà donc avec des associations d'écoles, des comités d'entreprise et quelques jardineries. Donc là, j'ai déjà des commandes. Des sapins de Noël produits sur 12 hectares dans la commune d'Essart en Bocage, mis en vente à la ferme, soit préalablement commandés sur le site internet Les Sapins Vendéens ou bien acheté sur place. Un sapin de Noël vendéen bientôt paré de boules et de guirlandes, avec au choix les traditionnels Nordman et Epicéa. On a le traditionnel Epicéa qui lui est très apprécié pour son odeur et il est bien étoffé. Et sinon donc le Norman qui lui est de plus en plus demandé parce qu'il ne perd pas ses aiguilles et c'est un très très beau sapin également. Si vous choisissez l'Epicéa, odorant qui sent donc bon le sapin et que vous souhaitez qu'il perde le moins d'aiguilles possible, son point faible, il va falloir un peu l'aider. Il suffit de le mettre dans un petit seau en sable où vous allez pouvoir alimenter en eau tous les 2-3 jours. Il faut savoir qu'un sapin, une fois coupé, il peut consommer jusqu'à 1-2 litres d'eau par jour. Et sinon, si vous l'avez en socle, on propose aussi des socles en bois. Il suffit de le vaporiser avec un petit peu d'eau tous les jours et surtout éviter de le mettre auprès d'une source de chaleur telle qu'un radiateur ou un poêle à bois. Les sapins vendéens sont affichés au prix de 10 à 39 € selon la taille et la variété. L'actualité de la semaine est aussi marquée par le salon Tech Élevage. 3 jours au parc expo Les Oudéries à La Roche-sur-Yon, dédié uniquement à l'innovation et à l'élevage dans notre région. Après une édition 2020 intégralement digitale, 2021 est placé sous le thème de la santé. La santé, vous vous en doutez, animale, mais le salon aborde aussi la santé des sols et également des éleveurs. On rentre, comme le dit souvent le ministre de l'Agriculture, dans une 3e révolution agricole. C'est la révolution du numérique, de la robotique et de la génétique qui va nous permettre de franchir un nouveau cap. Et Tech Élevage s'inscrit totalement là-dedans avec beaucoup d'innovation, avec de la robotique déjà un peu présent, de la cobotique également. On a vu ce matin la présentation d'un exosquelette par exemple pour accompagner les éleveurs pour la traite. Les robots qu'on a derrière sont quelque chose de formidable, mais d'autres éleveurs continuent à traire et les exosquelettes leur permettent de ménager leurs muscles, ménager leurs bras pour pouvoir traire. Un bosquet au beau milieu de l'université. C'est le projet un peu osé des élèves de la Courtésière à La Roche-sur-Yon. Les étudiants en environnement sont en effet en train de créer une oasis de verdure entre les bâtiments. Au total, plusieurs centaines d'arbres plantés sur une parcelle de 300 mètres carrés. L'objectif de cette micro-forêt, créer un espace dédié au développement de la biodiversité. Grégoire de Châtillon s'est emparé d'une pelle et de quelques graines. C'est tout bon niveau espace, on peut planter. Une université de plus en plus verte qui vit aujourd'hui au rythme des plantations
en particulier pour cette microforêt, selon la méthode du botaniste japonais Miyawaki. On mélange bien le terreau et la terre. La méthode de Miyawaki consiste à planter les arbres de façon dense. Il y a donc sur 1 mètre carré des arbres de 3 strates différentes, donc de 3 tailles différentes. Donc de façon dense, en alternant les strates, en alternant les espèces également. Il faut savoir qu'avant de planter les arbres, on a eu beaucoup d'étapes préalables. L'année dernière, on s'est concentré beaucoup sur les recherches bibliographiques autour de la méthode. Une méthode qui a le vent en poupe, qui fonctionne selon les principes d'une forêt naturelle à l'échelle réduite. Ici, ce sont 900 végétaux sur 300 mètres carrés qui vont donc être mis en terre très près les uns des autres. Des arbrisseaux, des arbustes et des arbres. Une trentaine d'essences locales qui, en se faisant de la concurrence, vont pousser très vite. On simule un phénomène naturel parce que quand on regarde des semis de chênes en bordure de forêt, c'est extrêmement dense. C'est extrêmement dense. Les arbres se font de la concurrence. Il y en a beaucoup qui sont éliminés. Il y en a quelques-uns qui survivent. Dans 10 ans, on aura une forêt assez haute, puisqu'il y a quand même beaucoup de concurrence pour la lumière entre les arbres, assez haute et très dense. En principe assez peu pénétrable par l'être humain, mais vraiment le royaume de la biodiversité où les animaux seront totalement en sécurité et tranquilles. Pour obtenir cet écosystème, les étudiants ont préalablement préparé le terrain en enrichissant cet espace dédié à accueillir la microforêt. Après un important paillage, 3 ans de suivi et d'arrosage seront nécessaires. Un petit poumon vert, bientôt plein de vie, qui sera prolongé par une haie fruitière jusqu'au potager de l'université. Enfin, de la culture dans votre hebdomadaire. Avec 500 millions de livres vendus, l'œuvre de Georges Simenon n'est plus à présenter. Traduit dans 55 langues, saviez-vous que malgré ce succès international, l'auteur fait aussi partie de l'histoire de la petite commune de Saint-Mémin. Voilà 80 ans, le père du commissaire Maigret s'installe dans la ville pour y rester plus de 2 ans. Grégoire de Châtillon vous raconte cette histoire. Pendant 2 ans, entre 1942 et 1944, Georges Simenon occupe cette maison. Il a 39 ans quand il arrive à Saint-Mémin-le-Vieux. Il n'est pas seul, il est accompagné de sa femme Tigui et de son fils Marc. À côté, dans cette maison, sont logés son jardinier et sa gouvernante. Myriam et Marcel Corta ont acheté cette demeure en 1983. C'est le notaire qui nous l'a appris au moment de signer l'acte. Qu'il y avait un homme illustre qui avait habité quelques années ici. Et on a su après que c'était Georges Simenon. Le couple s'est alors intéressé à la vie de cet auteur belge, le plus traduit dans le monde. Le matin, il se levait, il écrivait sur un cahier de brouillon avec des crayons de bois qu'il taillait avec un taille-crayon. Et puis l'après-midi, il était sorti, il rencontrait très facilement les gens de Saint-Mémin. Georges Simenon avait un très bon contact avec la population de Saint-Mémin. Précédemment installé à Fontenay-le-Comte, le père de Maigret s'intègre alors facilement dans la commune en bon campagnard. Il avait quelques animaux chez lui, dont une vache. Son loisir, c'était de retrouver les gens du village, les anciens du village, et puis pour prendre un verre ensemble à la cave. Alors ses amis à l'époque sont venus ici, Fernandel, Harry Bord. Voilà, donc il aimait les recevoir. L'écrivain qui côtoyait tout le monde participait souvent à la vente de charité sur la place de l'église au profit des prisonniers de guerre. Il savait faire parler les gens et se servait de ça pour créer ses personnages. De nombreux romans sont nés à Saint-Mémin. En 2022, 80 ans après son arrivée, la petite commune du nord-est du département rendra hommage à Georges Simenon à travers de nombreuses animations. C'était le journal hebdomadaire concocté par la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons dès la semaine prochaine. Le prochain point sur l'actualité, lundi, avec Caroline Tronche dès 7h pour la matinale. Passez un excellent week-end sur TV Vendée.